De par sa situation géostratégique, Djibouti est un pays très courtisé par les puissances étrangères. Par le golfe d'Aden transite la majorité du pétrole consommé dans le monde. Les bases militaires françaises, américaines, mais également chinoises, servent à la fois pour lutter contre les islamistes et la piraterie maritime. Alexis Mohamed, bonjour. Bonjour. Les attentats du 11 septembre 2001 ont mis en évidence la position stratégique de Djibouti. 9 ans après, est-ce que le pays a su tirer profit de cette opportunité ? La preuve aujourd'hui, et c'est vrai, c'est très important que vous ayez vraiment parlé justement de ce qui s'est passé malheureusement le 11 septembre. Il est vrai que suite justement à cela, aujourd'hui, nous voyons le nombre de partenaires qui sont très animés par la sécurité à la fois de chez eux et également dans la région, sont tous présents quasiment aujourd'hui en République de Djibouti, notamment l'avant-dernière venue, la force américaine qui est actuellement justement à Djibouti. Alors, lorsqu'on est ainsi courtisé par des grandes puissances comme les États-Unis, le Japon et aujourd'hui la Chine, qui après la France et les États-Unis a installé à Djibouti sa première base sur le continent africain, est-ce que les effets de tout cela se font sentir sur le plan économique ? Bien évidemment, bien évidemment. Déjà pour ce qui concerne, il est vrai que les rentes, comme on appelle des casernes militaires, la manne, on dirait, on va parler des rentes, est vraiment une oxygène en tout cas pour l'économie justement du pays. Mais il y a également en fait les autres partenaires économiques qui s'installent en plus justement que de forces militaires, parce que on a tout le temps l'impression que l'économie djiboutienne, on la résume uniquement à la simple présence en fait de nos partenaires, qu'ils soient américains ou français ou autres. Mais Djibouti a également d'autres rentes, et notamment puisque vous avez bien souligné l'emplacement stratégique de la République de Djibouti et que, comme vous connaissez, par rapport à l'ensemble également des investissements que nous venons aujourd'hui d'injecter justement pour le développement économique du pays. Mais l'économie du pays ne se résume pas aux bases militaires. Bases militaires. Alors, on parle également du port de Djibouti, qui est classé aujourd'hui parmi les grands ports conteneurs du continent, après Durban notamment. Mais ça reste la seule vitrine quand même. Tout à fait, parce que Djibouti a cette ambition de devenir un hub régional au niveau logistique. C'est une des raisons pour laquelle je ne parlerai pas de risque en matière d'investissement, que la République de Djibouti se donne en tout cas tous les moyens aujourd'hui pour être également le premier partenaire pour ce qui concerne le commerce, parce que juste derrière, et comme vous le savez, nous constituons la porte d'entrée du marché du COMESA qui s'élève à peu près peut-être à plus de 400 et quelques millions en tout cas des consommateurs. Et c'est un des objectifs en tout cas du chef de l'État à imposer la République de Djibouti comme un hub régional comme vous le savez. Alors, la relation de Djibouti avec la Chine suscite bien des jalousies. On dit d'ailleurs que Djibouti a été vendu à la Chine. En quoi la Chine est-elle un partenaire particulier pour Djibouti ? Il faudrait peut-être se poser la question d'une autre manière. C'est que qu'est-ce qui a permis aujourd'hui peut-être une certaine, en tout cas, forme de proximité en termes de partenariat avec la Chine ? C'est que tout simplement, ce n'est que la conséquence de l'absence des autres partenaires. Vous pensez auxquels la France notamment ? Deux autres partenaires qui ont été en tout cas malheureusement n'est pas là au moment qu'il aurait fallu, avec bien évidemment le fait de savoir risquer en tout cas d'investir dans un pays, certains qu'on connaisse également l'historique ou bien qui connaissent très bien en tout cas enfin pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, la Chine est donc le principal partenaire économique de Djibouti. Djibouti en fait a comment dirais-je, des relations de partenariat avec un certain nombre de pays amis qui sont installés à Djibouti. Il n'y a pas une spécificité, en tout cas, dans les relations avec tel ou tel pays. Djibouti est un pays très ouvert, est un pays qui a également, dans un principe d'objectivité et de neutralité également, fait en sorte à ce qu'elle puisse également avoir des relations saines avec l'ensemble de ses partenaires. Il n'y a pas un privilège, en tout cas, pour tel ou tel partenaire, comme beaucoup aiment à le dire, en tout cas. L'Union africaine a lancé la zone de libre-échange. Qu'est-ce que Djibouti attend de cette zone ? Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour Djibouti ?
Bah, écoute, ce qui est vraiment extraordinaire, la même question m'a été posée, pas forcément à l'égard du Djibouti, mais à l'égard en tout cas de l'ensemble du continent. Parce que nous avons aujourd'hui cette tendance de créer autant de zones de libre-échange, sans néanmoins se poser la question à savoir, qui est une question quand même primordiale, c'est celle de la mobilité. Donc, à quoi aujourd'hui créer autant de zones de libre-échange si justement le pays adhérents justement à cette zone n'ont pas la possibilité de créer justement la mobilité. Et d'ailleurs, un des ministres du centre, le ministre de l'économie de Centrafrique, avec qui j'ai eu une interview la dernière fois, disait que les zones de libre-échange n'apportent que 3% aujourd'hui comment dirais-je, de richesse, en tout cas, aux pays qui adhèrent à, quelle que soit d'ailleurs la libre-échange, le zone de libre-échange. Alors, la lutte contre la piraterie maritime place également Djibouti au cœur du dispositif de l'Union européenne et même de l'OTAN pour surveiller les côtes somaliennes et la péninsule arabique. Est-ce que ce rôle de puissance régionale en matière de sécurité est un atout également pour Djibouti ? Tout à fait. D'ailleurs, la République de Djibouti, à travers également les chefs de l'État, a toujours fait preuve de beaucoup de choses, à la fois dans les cas de la lutte contre la piraterie, mais également pour tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et tout à l'heure, vous avez parlé du 11 septembre. Et effectivement, la République de Djibouti, en tout cas, reste un élément principal, à la fois dans les cas de la lutte contre la piraterie, mais également contre le terrorisme qui sévit malheureusement notamment avec les dans la Chebab. région. Oui, tout à fait. C'est un atout dont tire le président Ismaël Omar Guelleh au plan personnel et sur le plan national, quand on voit qu'à côté de ça, l'opposition est quand même assez marginalisée. La marginalisation de l'opposition et le fait que la République de Djibouti tire bénéfice en tout cas de son emplacement stratégique, que ce soit en matière de lutte contre la piraterie ou le terrorisme, je pense que ce sont deux sujets dont on doit nuancer. Je pense que sur la question de l'opposition... Ça fait quand même du président Omar Guelleh un allié stratégique dont les grandes puissances préfèrent rester proches. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un jeu de donnant-donnant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la crédibilité et le leadership du chef de l'État qui est reconnu en matière justement de lutte contre la piraterie et le terrorisme. Je pense que le chef de l'État, de par sa personne, son leadership en tout cas est reconnu par le partenaire dont vous venez de citer. Il n'en joue pas sur le plan politique, au plan national ? Pour autant, et d'ailleurs, comme preuve, puisque le chef de l'État, en début du mois de 2019, notamment au mois de mars, avait lancé également, juste pour vous conforter sur cette question-là, le grand dialogue national avec l'ensemble de partenaires. Je pense qu'il y a toujours cette ouverture des dialogues avec l'ensemble de l'opposition, en tout cas avec l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient également de l'opposition. Cette ouverture persiste, elle est là, et la preuve en a été faite également, comme je venais de le dire, en début du mois de mars 2019. Et ces dialogues restent et restera encore, puisqu'il y aura le deuxième volet d'une rencontre également entre entre les différents acteurs politiques. Donc on n'est pas dans les cadres d'un jeu de donnant-donnant, de dire que voilà, vous serez, faites de moi votre partenaire privilégié pour qu'à côté, en fait, j'ai en conséquence, enfin, en partie, ces problèmes que vous soulevez en ce qui concerne avec l'opposition. Il n'y a absolument pas de... Alors justement, à propos de l'opposition, quelles sont aujourd'hui les relations du pouvoir avec notamment l'Union pour le salut national, depuis la disparition de son leader, qui était considéré comme un modéré, Ismaël Guédi Ared ? Écoutez, je pense qu'il n'y a que l'opposition qui saura mieux parler d'elle-même. Je pense qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous venez de citer justement le nom d'une coalition qui, pour notre part, en tout cas, peut-être n'existe plus, parce que tout malheureusement, il est vrai combien même que le chef de l'État, en tout cas la majorité, souhaiterait qu'il y ait mais vraiment une opposition crédible, pas une opposition... comment dirais-je, qui va tout simplement montrer son bout du nez à chaque début d'échéance électorale. Parce que je pense que ce n'est même pas bon de faire de cette façon-là, dans la mesure où ça les discrédite. Parce qu'on n'est pas un acteur
de lutte pour la démocratie uniquement quand il y a des échéances électorales. Je pense que c'est un travail permanent, d'où justement l'absence d'une certaine forme de crédibilité, en tout cas vis-à-vis de ceux qui se prétendent, en tout cas de l'opposition. Mais pour autant, la porte du dialogue n'est pas fermée. Le chef de l'État a fait preuve également de consensus, encore une fois, pour permettre justement à l'opposition de jouer son rôle, également son rôle de proposition, parce que c'est avant tout cela également une opposition qui elle ne doit pas tout simplement s'affairer à des critiques qui parfois même vont à l'encontre de l'intérêt du pays. Alors, à la veille de la présidentielle en 2006, le président Ismaël Omar Guelleh déclarait que les Djiboutiens lui avaient interdit de partir pour le mandat en cours qui s'achève l'année prochaine. Il avait pris les engagements de promouvoir l'éducation et la décentralisation. Est-ce que ces promesses ont été tenues ? Écoutez, en tout cas, le chef de l'État vous parlait justement de la prochaine échéance électorale. Le chef de l'État, dans l'immédiat, s'attelle à ses tâches principales, qui est celle de continuer justement à mettre en place les réformes, puisque vous parlez de promesses justement politiques, donc il s'attelle justement à la mise en œuvre de l'ensemble justement de ces réformes. Sa préoccupation principale, effectivement, et vous l'avez bien dit, c'est de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens en matière, vous avez évoqué la décentralisation, il y a l'éducation, il y a également la formation, la santé, le logement également, sur lesquels on est en train d'effectuer ou de lancer pas mal d'initiatives par le biais également de sa fondation. Pour ce qui concerne l'élection de 2021. Le chef de l'État, en tout cas, ne s'est pas encore prononcé. Je pense, comme je venais de vous le dire, il a d'autres préoccupations que de se préoccuper justement de cette prochaine échéance. Néanmoins, il faut dire que, comment dirais-je, dans les cadres justement de ces échéances-là, il faut savoir que la Constitution, en tout cas, permet au chef de l'État de pouvoir se représenter, puisque ce n'est plus limite de mandat n'y est plus. Pas du mandat, mais de la limite d'âge, c'est 75 ans, et en 2021, il en aura 74. 73 ans. 73. C'est en novembre. Ouais, c'est en novembre 2021 qu'il aura 74 ans. Donc, lors de l'échéance, il aura toujours 73 ans. Donc, il peut encore être candidat. Mais tout à fait. En tout cas, la Constitution lui est vraiment ouverte. Alexis Mohamed, merci. C'est moi qui vous remercie.